Cher Frédéric, cher Luc, chers amis, alors on me recommande de vous souhaiter la bienvenue au MEDEF, mais vous êtes chez vous. Et ça n'est pas qu'une boutade. Moi, je voudrais saluer l'engagement de votre fédération dans nos travaux, dans un certain nombre de comités, de commissions, et tout particulièrement l'engagement de Luc, qui est très précieux pour cette maison, avec sous votre contrôle, mais je sais votre assentiment, avec la pertinence, l'autorité et le sens du collectif qui le caractérise. Merci infiniment à toi, Luc. Un bonheur de travailler avec toi. Donc vous êtes ici chez vous, hein. Si vous aviez le moindre doute, et je suis très attentif à ce que cette maison, a fortiori dans les circonstances exigeantes que nous traversons, cette maison soit véritablement celle du collectif. Alors je ne vous cache pas, j'y reviendrai, qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui, en interne, compte tenu de la diversité des intérêts que nous représentons, 101 fédérations professionnelles, 119 MEDEF territoriaux et régionaux, il y a un certain nombre d'enjeux donc qui peuvent, se traduire par des nuances d'appréciation ou des sensibilités diverses dans nos rangs. Mais c'est précisément une des raisons d'être du MEDEF que de rapprocher les points de vue, de permettre l'échange et autant que possible, et c'est généralement le cas, d'aboutir à des consensus pour que nous portions, que nous exprimions des positions fortes auprès de nos différents interlocuteurs, singulièrement des pouvoirs publics. Je suis tout aussi conscient de ce que représente votre profession, vos professions, si je puis dire, de tout à fait stratégique pour l'économie de notre pays. Je sais la diversité à la fois des productions que vous portez, mais également des profils d'entreprises que vous incarnez, avec de très grands groupes leaders mondiaux, et puis beaucoup de PMI très territorialisés. Moi-même étant territorial, je suis très sensible à cette dimension. Mais au-delà de ça, je sais combien votre industrie est essentielle en définitive à la quasi-totalité des filières industrielles de notre pays. Et je m'emploie, sachez-le, ça n'est pas un propos de circonstance là non plus, je m'emploie à bien signifier à qui aurait le moindre doute que ceux qui s'imaginent qu'il y a la nouvelle économie et l'ancienne économie et que certains secteurs, le vôtre, mais ça peut être vrai de la sidérurgie par exemple, correspondent à une époque ancienne, se trompent lourdement. Parce que, sauf erreur de ma part, quand on parle d'énergie, quand on parle d'industrie d'une manière générale, quand on parle de bâtiments, quand on parle de santé, de pharmacie, etc., il y a systématiquement à un degré ou à un autre, la chimie qui est concernée. Et donc, si notre pays, notre continent ne considère pas votre filière comme un bien précieux, comme un enjeu essentiel de souveraineté, eh bien notre pays et notre continent passent à côté d'un enjeu absolument essentiel en matière de souveraineté, en matière de compétitivité, en matière, je dirais, d'influence au niveau mondial. Tout ça, je l'ai parfaitement en tête. Et à un moment ou à un autre, il faut que ça se traduise dans des décisions et que chaque jour un peu plus, vous soyez, nous soyons mieux encore pris en compte par nos interlocuteurs. À titre anecdotique, je me suis rendu en Chine il y a maintenant 3 semaines pour 24 heures, ça arrive à certains d'entre vous. Alors, pour vous avouer tous mes méfaits, pour défendre la filière cognac, qui, sauf erreur de ma part, ne relève pas de la chimie à proprement parler. En tout cas, ils s'en défendent. Mais ça m'a valu, puisque en 24 heures, avec le ministre des Affaires étrangères, on a fait à la fois Pékin et Shanghai, ça m'a valu de visiter en particulier le parc industriel de la chimie de Shanghai, que certains doivent connaître parmi vous. Je vous cache pas que j'étais très impressionné, j'ai pas découvert ça, mais malgré tout, j'étais très impressionné par la puissance des moyens mis en œuvre, des outils de production qui d'ores et déjà sont implantés sur ce parc, très impressionné par les projets dont les interlocuteurs chinois nous ont fait part, et puis surtout par la vitesse d'exécution en définitive que les Chinois mettent en œuvre pour faciliter les implantations avec des infrastructures, avec une énergie immédiatement disponible, avec des procédures qui sont à 100 lieues de celles que nous connaissons, beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus pragmatiques. Ça fait partie là aussi des enjeux auxquels il faut que nous soyons attentifs. Parce qu'on ne peut pas, au même moment où enfin, notre opinion publique, nos élus se convainquent qu'il faut réindustrialiser notre pays, il faut passer des paroles aux actes.
Et ça me vaut de vous dire combien le MEDEF monte en puissance, déjà au niveau européen, où vous avez des dossiers absolument existentiels, hein, si je peux me permettre cette expression. Vous avez des dossiers absolument existentiels. Ça nous vaut d'avoir installé une maison des entreprises à Bruxelles. Le MEDEF était déjà présent à Bruxelles, mais c'est un des objectifs que je m'étais fixé, que je nous avais fixé pour mon mandat, que d'être beaucoup plus présent à Bruxelles. Alors, quand je dis à Bruxelles, c'est aussi à Strasbourg. C'est donc auprès de la Commission, mais également du Parlement européen. Et puis, on le sait suffisamment et nous en souffrons dans notre chair, présent évidemment auprès des administrations européennes qui, plus encore que les administrations françaises, sont ancrées dans des certitudes et parfois sont très éloignées de nos réalités et de nos impératifs. Alors je sais tout autant ce que vous représentez en termes d'emploi, en termes d'exportation, et tout ça me conforte dans cette conviction que s'occuper de la chimie, c'est déjà s'occuper de la chimie par définition, mais c'est s'occuper de l'intérêt général de notre pays. Alors nous ne manquons pas de sujets d'occupation et de préoccupation actuellement. Donc je ne vais pas me livrer devant vous à un inventaire exhaustif de tous ces sujets, de tous ces dossiers que vous avez parfaitement en tête, mais je me livre malgré tout à quelques commentaires. Pour vous dire que bien évidemment, nous sommes tous préoccupés par l'état de la France, son état politique, qui est un frein absolument épouvantable et qui nous expose à un certain nombre d'égarements. Et en regard, la mobilisation totale du MEDEF pour déjà, au regard de cette situation politique, mais évidemment de la situation des finances publiques, éviter que de mauvais choix soient faits. Je ne vous cache pas m'en vouloir, j'allais dire avoir été déçu, m'en vouloir à moi-même de ne pas avoir suffisamment paré les coups qui nous sont tombés dessus dans le cadre des projets de loi de finances, enfin des lois de finances et lois de finances de la sécurité sociale 2025, on le sait tous. Alors c'est plus ou moins cruel selon la taille des entreprises. Je fais référence à la surtaxe d'IS pour les entreprises les plus importantes. Quand je disais que je souffrais dans ma chair, ma propre entreprise est concernée, bien que n'ayant pas l'honneur d'être chimiste. Cette surtaxe d'IS, mais également tout ce qui nous est tombé dessus, de manière plus ou moins sournoise d'ailleurs, sur le plan social comme sur le plan fiscal. Donc autant on partage ce qui a été rappelé et il y avait tout lieu de le faire, ce qui a été rappelé par le Premier ministre hier, c'est-à-dire la criticité de la situation des finances publiques, autant il nous appartient d'éviter qu'en regard d'un vrai problème soient apportées de mauvaises solutions. Alors il y a des engagements qui ont été pris par le Premier ministre lui-même, par le ministre de l'Économie et des Finances, du bout des lèvres par la ministre des Comptes publics pour que en 2026, les entreprises ne soient pas de nouveau accablées et que, à vrai dire, pour celles qui sont concernées, la surtaxe d'IS soit, comme le gouvernement s'y est engagé, soit bien supprimée. Mais on voit bien qu'à bas bruit, il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en œuvre. J'en cite quelques-unes qui n'intéressent pas spécifiquement la chimie, mais intéressant tout le monde, elle vous concerne forcément. Je pense en particulier au versement mobilité régionale, je pense au transfert aux complémentaires santé, donc à nos entreprises et à leurs salariés d'un certain nombre de remboursements médicaux qui, à hauteur de 800 millions d'euros, l'air de rien, ont quand même été transférés aux entreprises. Je pense à la TVTS, enfin autant de choses qui, prises unitairement, peuvent paraître dérisoires, encore qu'on parle très vite de centaines de millions d'euros, mais qui, mises bout à bout, viennent affecter notre compétitivité au moment même où, au contraire, il faudrait la doper. Donc sachez qu'on est très en surveillance de tout ce qui se trame, que ce soit le crédit d'impôt recherche, que ce soit les allègements de charges, parce que le pire n'est pas certain, mais les menaces continuent à planer. Alors d'évidence, notre thèse, et c'est ce que nous portons, ce que je porte avec beaucoup de détermination à la fois sur le plan médiatique, mais dans les contacts que l'on a avec les décideurs publics, il faut que nous attaquions, il faut que vous vous attaquiez à la dépense structurelle de la sphère publique. L'État a fait quelques efforts, le système de santé beaucoup moins. Et quand je dis que le système de santé doit faire des économies, ça n'est évidemment pas en pesant encore plus sur le prix du médicament, par exemple. Il y a des économies structurelles, des économies de fonctionnement absolument évidentes et qui doivent être mises en œuvre. Et par ailleurs, il faut que l'État devienne beaucoup plus stratège et consacre ses investissements, ses efforts aux enjeux stratégiques qui sont parfaitement identifiés. Enfin, il y a loin de la coupe aux lèvres. Quand on voit l'inertie dont font preuve nos pouvoirs publics, l'indécision quand on parle d'énergie, par exemple, qui est un enjeu évidemment central pour votre profession,
professions, pour vos professions. Quand on voit l'inertie dont fait preuve le gouvernement en matière de simplification, il y a encore des marges de progression extrêmement significatives. Nous allons nous employer à ce qu'elles soient comblées. Quant au niveau européen, j'allais dire même principe, même punition. Je pense qu'on doit se réjouir, et sincèrement, nous tous, nous y avons contribué, nous devons nous réjouir quand même enfin d'une forme de prise de conscience quant à la réalité de ce monde, avant même les déclarations intempestives du président Trump, j'en redirai un mot également. Donc c'est un petit peu comme la thèse de la réindustrialisation en France. On a remporté une première victoire, qui est une victoire culturelle d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire que maintenant il y a une conscience assez largement partagée que l'industrie est essentielle à la bonne marche du pays, à tous égards. Donc au niveau européen, de la même manière, il y a quelques annonces qui ont été faites et qui vont plutôt dans le bon sens, fondées bien sûr sur les rapports Letta et Draghi, auxquels nous avons nous-mêmes contribué. Mais au-delà des déclarations, il faut qu'il y ait maintenant une mise en œuvre et un ressaisissement en quelque sorte de l'Union européenne. Alors il y a des sujets qui vous concernent tout particulièrement, il y a des sujets qui intéressent toutes les entreprises. Je pense en particulier à CSRD, à CS3D, où au-delà du stop de clock, il faut dorénavant que les pouvoirs publics européens prennent donc mieux en compte la réalité du monde et l'intensification brutale du niveau de compétition. Parce que si je ne me trompe pas, on a des pans entiers de notre industrie. C'est vrai, dans certains segments de la chimie, on a des pans entiers de notre industrie qui sont menacés. Je pense également à la sidérurgie. Et on ne peut pas d'un côté appeler à corps et à cri une réindustrialisation de l'Europe, une souveraineté de l'Europe, et se priver de pans entiers de notre industrie, donc qui sont absolument déterminants en matière d'industrie, en matière de souveraineté. Je ne vois pas comment on pourra redévelopper, et il le faut, nos industries d'armement, si par exemple on n'a plus de sidérurgie. C'est quand même édifiant que le gouvernement anglais soit volé à la rescousse de British Steel, qui, comme son nom l'indique, appartient à des Chinois. Et je ne veux pas développer sur telle ou telle entreprise française, elle-même déstabilisée par les Chinois. Donc voilà, il faut que nous soyons chaque jour un peu plus lucides et un peu plus déterminés pour faire valoir les intérêts de nos entreprises, de nos industries, de la chimie en particulier, parce que sinon on parle pour ne rien dire. Donc on est sur la balle et vous pouvez compter sur moi, j'espère avec efficacité, pour enrayer la machine infernale qui est la machine de la décroissance. Un commentaire sur ce qui se passe avec les États-Unis. Ce qu'on avait pronostiqué semble se vérifier, à savoir assez paradoxalement que dans cette affaire, nos meilleurs alliés sont les Américains eux-mêmes. C'est un des grands mérites des fonds de pension que 80 millions d'Américains financent leur retraite grâce à ces fonds de pension et donc soient extrêmement sensibles aux cours de bourse. Ils se sont manifestés, en tout cas les gestionnaires de ces fonds se sont manifestés auprès de l'administration Trump et ça a certainement contribué à ce qu'elle lève un petit peu le pied. Pas assez encore. De la même manière que l'évolution des taux obligataires américains avec une forte hausse, ce qui est un phénomène totalement imprévisible. Le gouverneur de la Banque de France qu'on recevait ici même lundi l'a signalé. Normalement, quand les cours actions baissent, les cours obligataires montent et en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. Donc avec un vrai problème de financement pour l'État américain lui-même. L'État américain, on se désole de l'endettement de la France et on a bien raison de le faire. On se désole des déficits publics français et on a bien raison de le faire. Enfin, l'État américain porte 39 000 milliards de dettes. Donc il est assez tributaire quand même de ses bailleurs de fonds chinois, pas tant que ça, parce que les Chinois sont déjà en partie retirés, mais par exemple japonais, mais également européens. Donc on se tient un peu par la barbichette, et cette corde de rappel de l'économie américaine elle-même est tout de même assez rassurante. Je me dois de tenir des propos un peu optimistes. Je recevais à l'instant un de nos grands chefs d'entreprise qui est très engagé aux États-Unis et qui me disait que d'ores et déjà, il y a des tensions de recrutement, il y a une inflation salariale et que donc les thèses que porte avec beaucoup d'outrance, Trump commence à être remise en cause, en tout cas par les milieux économiques et, semble-t-il, progressivement par les citoyens américains eux-mêmes. Donc, j'essaie de me rassurer en vous disant ça. À côté de ça, on est très alignés, sauf instruction contraire de votre part, sur la tactique de négociation de l'Union européenne, qui d'un côté n'est pas outrancière, je parlais d'outrance s'agissant du président Trump,
c'est-à-dire reste assez mesuré dans son expression, mais malgré tout signifie une fermeté de la part de l'Union européenne pour tenir tête, pour ne pas courber les chines face aux mesures annoncées par les Américains. Et donc on est typiquement dans une phase de négociation avec en face un joueur de poker assez redoutable. Hein. Je parle évidemment du président Trump. Et le moins qu'on puisse faire dans cette période, c'est d'afficher une grande cohésion au niveau européen. Moi, je m'assure au jour le jour auprès de mes homologues italiens, allemands, espagnols, polonais en particulier, des Pays-Bas également, qu'on reste aligné. Alors évidemment, le jeu des Américains, c'est de fracturer au niveau gouvernemental, mais également au niveau entrepreneurial, ce front commun des Européens. Donc même si on sait très bien qu'il y a des enjeux extrêmement sensibles et différents d'ailleurs d'un secteur d'activité à l'autre, il faut qu'on reste sur le fond, mais en termes d'expression extrêmement soudé, extrêmement solidaire et extrêmement ferme face aux Américains. Alors je ne fais pas de pronostic sur ce qui adviendra, parce que on voit bien que non seulement de jour en jour, mais d'heure en heure, la position des Américains évolue, elle est assez indéchiffrable. En tout cas, il ne faut ni nous refermer sur nous-mêmes, ni capituler devant les Américains. Ça me renvoie à un deuxième sujet. J'avoue que je mesure mal jusqu'à quel point vous y êtes sensible, mais j'imagine que vous l'êtes quand même. C'est que cette situation de relations tendues avec les États-Unis, mais également avec la Chine, nous impose d'une certaine manière, en tout cas impose à ceux qui étaient réticents, de nous ouvrir beaucoup plus à d'autres zones du monde. Les débats assez franco-français qu'on a pu avoir ou qu'on a encore sur le CETA, alors que les Canadiens sont plus que jamais nos amis, mais sur le Mercosur également, ce sont des positions qui étaient déjà indéfendables et qui le sont plus encore aujourd'hui. Je ne perds pas de vue les intérêts de telle ou telle filière agricole, mais enfin, l'économie de la France doit être appréhendée dans sa globalité. Donc on est très en soutien de toutes les initiatives qui seront prises pour d'abord avancer sur le Mercosur en prenant un certain nombre de précautions, bien sûr, mais sans remettre en cause globalement cet accord qui est en négociation depuis la nuit des temps, et puis que nous accélérions beaucoup sur d'autres destinations. Je pense en particulier à l'Indonésie, aux Philippines, à la Malaisie, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, et c'est déjà avéré en Amérique latine, les Chinois le feront à notre place. Donc voilà, ça fait partie des nombreuses baudruches que, me semble-t-il, le MEDEF, nos entreprises, nos fédérations doivent crever pour faire évoluer le débat public en France et sortir de cette forme d'obscurantisme. Dans le genre, si je puis dire, de l'obscurantisme, je suis également extrêmement déterminé pour que les forces d'empêchement, ce que j'appelle les forces d'empêchement, qui viennent contrarier tous les projets, pour certains eux aussi stratégiques, qui se développent en France, et heureusement qu'il y a encore des projets stratégiques en France, que ces forces d'empêchement soient remises à leur place. Alors tout ça de manière républicaine, démocratique, respectueuse. Je pense à quoi? Je pense, parce que de mon point de vue, ça sera un dossier emblématique, à la réindustrialisation de l'étang de Berre, de Fos en particulier, avec d'énormes projets que chacun a en tête. Qu'est-ce qui bloque? Et puis alors, dans un monde idéal, hein, si tous ces projets se réalisent, 15 milliards d'euros d'investissement, 10 000 emplois. Bon, si on arrive à la moitié, ça sera déjà remarquable. Qu'est-ce qui bloque à ce jour cet énorme projet d'intérêt national? Eh bien, c'est la création d'une ligne, certains le savent, d'une ligne électrique à haute tension, 400 000 volts, sans laquelle aucun de ces projets de décarbonation ou d'industrialisation, que ce soit dans la sidérurgie, dans le pétrolier, dans les panneaux photovoltaïques, aucun de ces projets ne verra le jour. Je pense, parce qu'il nous faut quelques combats totémiques, on parle beaucoup de totems en ce moment, je pense au projet de mine de lithium d'Imerys dans l'Allier. Moi, je me suis rendu sur le site il y a déjà 18 mois. Il y a 18 mois, alors que ce projet n'était quasiment pas connu, il y avait déjà des gendarmes autour de la mine, parce qu'il y a déjà une mine qui est en exploitation depuis 150 ans. Il y avait déjà des gendarmes pour prévenir l'installation de zadistes. Je pense à l'intervention en commission parlementaire du directeur général de Safran, annonçant hier qu'il remettait en cause son projet de création d'usine à Rennes, sur une friche de Stellantis, 500 emplois à la clé, parce que même principe, même punition,
les forces d'empêchement, alors que toutes les autorisations ont été données, bien sûr, parce que ce projet est essentiel pour la souveraineté française, pour la filière aéronautique, pour l'emploi. Eh bien, ce projet est contrarié par ce que j'appelle donc des forces d'empêchement. Alors, je suis un peu virulent dans mon propos, mais enfin, on ne peut pas dire d'un côté qu'on est dans une situation critique et que l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Europe sont, sans dramatiser, mais quand même, sont menacés, et puis ne pas se donner les moyens de ses ambitions. Donc voilà, il faut être très, très au contact des décideurs publics, il faut être respectueusement, mais très fermement déterminé pour ne pas se laisser mener par le bout du nez. Si la France devient un gigantesque Notre-Dame-des-Landes, il s'est dit à une époque que la France deviendra un gigantesque Versailles et un pays uniquement touristique, c'est très bien le tourisme. Alors si c'est un gigantesque Notre-Dame-des-Landes, l'avenir n'est pas radieux, si je peux employer cette litote. Je voudrais terminer, mais j'y ai déjà fait allusion, en vous disant qu'on a une responsabilité singulière dans cette situation. On a chacun d'entre nous une responsabilité singulière, donc moi y compris à ma place, et qu'il ne faut pas, sans forfanterie, sans surjouer, il ne faut pas que nous négligions un asset, un actif qui est absolument considérable et qui est sans précédent dans l'histoire de France, c'est-à-dire l'extrêmement bonne image de marque de nos entreprises auprès de l'opinion publique. Alors c'est un peu par défaut, et ça on peut s'en inquiéter, c'est un peu par défaut parce qu'à contrario, l'image de marque des politiques est catastrophiquement basse, ce qui pose un vrai problème démocratique. Mais enfin, réjouissons-nous quand même, et ça n'est pas le fruit du hasard, que nos entreprises, que vos entreprises aient une bonne image de marque. C'est pas le fruit du hasard parce que nous faisons face à nos responsabilités, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan territorial, que ce soit en matière de défense de l'environnement ou de préservation des économies territoriales. Donc je pense que ça nous donne plus que jamais, voix au chapitre, une forme de légitimité à notre place relative pour nous exprimer dans le débat public. Et mon deuxième point à cet égard, c'est qu'au regard de la fragmentation du paysage parlementaire et plus globalement politique, je pense qu'il est de notre intérêt, que c'est une nécessité même, que les uns et les autres, même si ça vient en plus de tous les travaux que nous menons au titre de nos activités professionnelles, que les uns et les autres, nous soyons plus que jamais à travers votre fédération, mais à titre individuel en tant qu'entrepreneur, au contact des parlementaires en particulier, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que les mêmes parlementaires qui, sous les feux de la rampe, lors des séquences de questions au gouvernement, affichent des positions très, très brutales et parfois aberrantes au regard des enjeux qui sont les nôtres, lorsqu'ils sont en circonscription, sont généralement beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus pragmatiques quand on leur dit, voilà, là je vais devoir supprimer 150 emplois, ou au contraire, je vais faire une extension d'usine. Les mêmes donc sont beaucoup plus à l'écoute. Donc dans ce panorama très fracturé et très instable, il y a une impérieuse nécessité à ce que les uns et les autres, nous soyons au contact de ces décideurs, parce qu'à la fin, c'est eux qui détiennent la légitimité, hein, et c'est eux qui prennent les décisions, que nous soyons donc systématiquement à leur contact pour les acculturer, pour les raisonner au cas par cas, j'allais dire quelle que soit leur orientation politique, parce que on en est là. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire, et puis je vous fais un petit point sur le conclave, hein, qui ne s'appelle plus le conclave, il n'a échappé à personne que dorénavant ça s'appelait la délégation paritaire permanente. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, sous le contrôle de Luc, hein, que bien évidemment en accord avec nos instances, hein, parce qu'il y a une vraie démocratie interne ici, moi je tiens une position qui peut être surprenante, hein, ou incompréhensible pour des observateurs moins impliqués dans ce sujet. Disons les choses, hein, c'est une erreur terrible d'avoir rouvert le sujet de la réforme des retraites. La Cour des comptes, de manière très catégorique, très documentée, a établi que cette réforme était insuffisante. Donc se prêter à l'exercice du conclave, ça pourrait être interprété comme une forme de validation ou de caution d'une remise à plat de cette réforme donc insuffisante. Alors, en regard, il n'a échappé à personne non plus que, en se prêtant à cet exercice, on contribue à la stabilité gouvernementale. Vous avez en tête l'accord
que je qualifie de scélérat, qui a été passé avec le Parti socialiste, et c'est une forme d'assurance-vie, enfin c'est une vie assez éphémère, quoi qu'il advienne, une forme d'assurance-vie pour le gouvernement. Je ne vous dirai pas que ce gouvernement nous enthousiasme, enfin je ne sais pas, hein. Mais enfin, il peut y avoir pire, hein. Donc on a quand même un intérêt, je m'exprime très librement, partant du principe, pardon, il y a un représentant de l'État à travers les douanes, mais bon, non, je m'exprime très librement, ça m'arrive, on me le reproche parfois. La stabilité gouvernementale a un prix pour nos entreprises, pour l'économie du pays. Donc, ça justifie que jusqu'au jour où on participe à ces travaux. Mais moi, j'ai martelé et j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire que si notre point de vue n'est pas pris en compte de manière très concrète, nous quitterons le conclave. J'ai martelé qu'il fallait remettre les choses en ordre et que la priorité, c'était donc bien l'équilibre des retraites. Que oui, il peut y avoir des sujets sur les carrières longues, oui, il peut y avoir des sujets d'usure, jamais vous ne me ferez dire pénibilité, mais si on ne s'accorde pas en amont sur l'équilibre des régimes de retraite, il est hors de question de parler du reste. Et puis par ailleurs, j'en finirai vraiment par là, et là aussi pour tester vos réactions, il y a des discussions en dehors du conclave, puisque le conclave est de plus en plus désertifié, hein, vous avez remarqué ça, hein. Et je ne me sens pas une vocation de squelette dans le désert, hein. Il y a des discussions qui continuent à avoir lieu, d'ailleurs y compris avec des organisations syndicales qui ont quitté le conclave, parce que à toute chose malheur étant bon, de la même manière que les circonstances économiques, et je dirais géopolitiques que nous traversons doivent être l'occasion d'un sursaut pour l'Europe et pour la France, de la même manière, l'état critique, je dirais même l'insoutenabilité de nos régimes sociaux peuvent conduire en tout cas à ce qu'avec les organisations syndicales, on s'interroge fondamentalement alors sur des sujets qui peuvent être éloignés de vos préoccupations quotidiennes. Je pense à la gouvernance des régimes sociaux, des régimes de retraite du privé en particulier, mais très au-delà de ça, sur le financement de la protection sociale. Et comme je suis un optimiste malgré toutes les horreurs que je viens de vous dire, je ne désespère pas que nécessité faisant loi, et dans un moment de lucidité, les partenaires sociaux s'accordent sur une remise à plat du financement de cette protection sociale, en un mot commençant, en transférant vers la fiscalité une partie des charges que nous supportons, qui pèsent sur notre compétitivité, qui pèsent sur notre capacité à revaloriser les salaires, et qui pourraient être tout aussi bien, surtout si on parle de la santé et de la famille, qui pourraient être tout aussi bien et mieux supportées par l'ensemble de la population française. Donc voilà un peu mon schéma audacieux. Voilà, donc nous ne manquons pas d'occupation. Moi, je reste animé par l'optimisme et si on se mobilise tous, je suis convaincu que sur les différents sujets que de manière peut-être trop rapide et peut-être un peu décalée, je viens d'adresser, je reste convaincu qu'avec la force du collectif que nous représentons, avec la légitimité et la confiance que nous accordent nos concitoyens, on peut peser beaucoup plus dans les décisions et sortir par le haut de cette situation qui, quand même, à l'instant, est très préoccupante. Merci.